On va continuer avec Magali Zappa, qui est radiologue à l'hôpital Beaujon et qui s'occupe beaucoup des maladies inflammatoires, qui va nous faire une présentation. Comment l'imagerie peut-elle guider le traitement chirurgical des maladies inflammatoires de l'intestin? Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre invitation. Je vais vous parler donc effectivement de l'imagerie à la fois dans la maladie de Crohn et dans la rectocolite, puisque on m'a proposé les Mickey en général. Donc d'abord sur la maladie de Crohn, on va d'abord tordre le cou aux anciens examens, transit du grêle et lavement baryté. En effet, ces examens permettaient de faire une très bonne analyse des lésions muqueuses, mais maintenant on a d'autres examens, en particulier l'endoscopie qui permet de le faire. Ça permettait de voir le calibre des anses, et en particulier les problèmes de calibre, mais les autres examens dont on dispose maintenant, en particulier le scanner et l'IRM, le font aussi bien. Ces examens avaient comme inconvénient une irradiation, bien que ça irradie moins que le scanner, ça irradie quand même beaucoup plus qu'une IRM. Et surtout, ça ne permet aucune visualisation de la paroi ni des espaces péridigestifs. Et ça, c'est un problème majeur actuellement, puisqu'il se passe énormément de choses autour des anses. Donc, il n'y a plus aucune indication à réaliser ces examens. En ce qui concerne le scanner, dans la maladie de Crohn, on doit le réaliser uniquement dans l'urgence, parce que c'est un examen qui est accessible, qui est rapidement fait, qui ne nécessite aucune préparation. On injecte simplement du produit de contraste, on ne fait pas de remplissage, ni oral, ni par voie basse. Et ça se fait dans l'urgence, quand le patient arrive donc avec une suspicion de complications, en particulier abcès ou perforation. Là, il y a une indication à réaliser un scanner. L'IRM serait aussi bien, mais on a rarement l'IRM dans les 2 heures qui suivent l'arrivée du patient aux urgences. Ce scanner peut permettre également, quand on trouve une complication, en particulier un abcès, de drainer un traitement radiologique, soit donc drainage sous scanner, ou comme vous le voyez à droite, un drainage sous échographie et vasculaire, avec mise en place d'un drain. L'examen de référence actuellement dans la maladie de Crohn pour aider la chirurgie, ça reste quand même l'entéro-IRM. L'entéro-IRM a vraiment connu des développements importants ces derniers temps parce qu'il y a eu une amélioration de la technique qui permet des séquences très rapides, des séquences qu'on réalise en apnée, une vingtaine de secondes, et donc ça permet d'avoir des très bonnes images, ce qui n'était pas possible avant parce que les anses bougent et quand on le faisait sur 3 ou 4 minutes, ça donnait pas des bonnes images. Ces séquences d'IRM sont réalisées avec des séquences classiques T2, T1 et diffusion. Vous voyez ici une séquence en pondération T2 où vous avez un aspect un peu équivalent à celui de l'ancien transit du grêle. Vous voyez là ici un aspect absolument typique d'atteinte de la dernière anse iléale. Ici une séquence en pondération T1 où l'intérieur des anses est noir, au contraire du T2, avec un rehaussement de la paroi, et des séquences en diffusion de plus en plus utilisées. Qu'apporte l'entéro-IRM dans la prise en charge chirurgicale de la maladie de Crohn? Il y a 3 grands points. D'abord, faire une cartographie de la maladie. Ensuite, diagnostiquer les complications, fistule, abcès, sténose. Et enfin, évaluer l'activité inflammatoire. En ce qui concerne la cartographie, on ira très vite. L'entéro-IRM permet parfaitement de montrer les atteintes, leur étendue, leur localisation, leur nombre. Et donc, vous voyez ici une atteinte longue de type inflammatoire. Je peux bouger Bien sûr. Ça va pas faire, toi. Donc ici, vous voyez un épaississement pariétal marqué avec une prise de contraste intense et vous voyez un signe du peigne en regard. Ça, c'est une atteinte très inflammatoire. Et au contraire ici, une atteinte avec une paroi peu épaissie, une prise de contraste qui est peu importante par rapport aux parois d'à côté et qui est peu étendue. Et ça, il s'agit donc d'une atteinte courte non inflammatoire. En ce qui concerne les complications, on verra très très bien les fistules, et vous avez ici en séquence en pondération T2 une fistule classique avec, vous voyez, ces trajets hypo qui rejoignent ces 2 anses malades, les anses malades avec leur épaississement pariétal et ici la fistule entre les deux. Les sténoses, avec ici cette atteinte typique avec un épaississement pariétal et une dilatation d'amont qui permet d'affirmer le caractère sténosant de cette lésion. Enfin, l'inflammation. Je pourrais vous parler pendant 1 heure de l'imagerie de l'inflammation, donc je vais essayer de rester assez brève. L'inflammation est quelque chose d'extrêmement important pour les cliniciens, à la fois les chirurgiens et les médecins. Et actuellement, beaucoup de publications ont été réalisées en imagerie et ont montré que l'entéro-IRM est un bon examen qui permet d'évaluer l'inflammation et que les signes d'inflammation sont bien codifiés. Tous les papiers sont à peu près d'accord là-dessus et je vais vous les détailler un tout petit peu. Il y a l'épaississement pariétal et vous avez ici cette atteinte typique de la dernière anse avec un épaississement de la paroi, vous voyez ici en noir. Un hypersignal T2, vous voyez ici au milieu la paroi qui est un peu moins noire. Ici, une mesure de la paroi.
L'intensité de la prise de contraste, quand il y a de l'inflammation, il y a une prise de contraste qui est très marquée et qui est souvent en cocarde. Vous voyez ici avec une prise de contraste de la muqueuse et de la musculeuse avec un œdème sous-muqueux entre les deux. Cet aspect est typique d'inflammation. Le signe du peigne, vous voyez, c'est l'engorgement des vaisseaux droits perpendiculaires à la paroi, que l'on voit très bien sur cette image. Et les complications. Ici, une anse malade typique, vous voyez, avec son aspect en cocarde, le rehaussement muqueux, une fistule avec au bout un abcès, absolument typique également. Je vais en rester là pour la maladie de Crohn de l'intestin grêle. Quelques mots rapides sur les maladies anopérinéales, toujours dans la maladie de Crohn. Il y a un examen d'imagerie qui est extrêmement intéressant dans la prise en charge des labs du grêle, c'est l'IRM anopérinéal, qui joue jeu à peu près égal avec l'écho-endoscopie et l'examen clinique sous anesthésie générale. En général, on réalise une IRM anopérinéale en urgence, avant la prise en charge chirurgicale d'une suppuration aiguë qui fait craindre une fistule complexe, ou en dehors de l'urgence, avant un traitement chirurgical à distance d'une fistule complexe. Et enfin, dans le suivi à moyen long terme des fistules complexes, traitées par anti-TNF en entretien, cette indication n'étant pas encore tout à fait reconnue et pas toujours appliquée. Qu'est-ce que ça peut apporter cet examen, cet IRM anopérinéal? Ça permet de décrire les trajets fistuleux, de montrer l'orifice primaire, le trajet, les orifices secondaires, les différents trajets secondaires, de rechercher un abcès, ça c'est très important pour le chirurgien, et enfin de rechercher une atteinte inflammatoire du rectum. Au cours du suivi, ça permet de dépister une recollection résiduelle quand le patient a déjà été opéré, a déjà des cétons en place, mais qui persiste une symptomatologie clinique. Ici, rapidement, quelques images pour vous montrer ce que ça peut donner. Vous avez des images dans les 3 séquences très importantes, c'est-à-dire le T2 sans FATSAT, le T2 FATSAT et le T1 GADO. Vous voyez ici cette fistule typique avec un orifice secondaire dans la fesse. Et ici, c'est le même patient. Vous voyez ces trajets très complexes que l'on voit très bien en blanc en T2 et que l'on voit très bien rehaussés après injection de gadolinium. Et vous voyez ici un céton en son sein. Il s'agit là d'une fistule donc avec un orifice primaire à 5 heures, avec des trajets en fer à cheval multiples. Vous voyez fer à cheval antérieur, fer à cheval postérieur. Passons maintenant à la rectocolite hémorragique. L'imagerie a un intérêt d'abord dans les complications de la rectocolite hémorragique, et à la fois dans les complications aiguës, colite aiguë grave et mégacolon toxique ainsi que perforation, et dans les complications chroniques, la sténose, le cancer et le cholangiocarcinome sur la cholangite sclérosante primitive. Dans l'urgence, le scanner est un examen très important. Quand un patient arrive avec une suspicion de colite aiguë grave, il doit être réalisé avant de faire une rectosigmoïdoscopie. D'abord pour confirmer le diagnostic de colite. Ensuite pour rechercher les signes de sévérité et enfin pour rechercher les complications. C'est un scanner simple, sans opacification, sans préparation, simplement avec injection de produits de contraste. Donc un examen facile à réaliser au quotidien. Les signes tomodensitométriques de cette colite aiguë grave vont être l'épaississement de la paroi colique, avec un rehaussement, vous voyez, de la muqueuse, une infiltration de la graisse péricolique, des ganglions péricoliques multiples, et on pourra avoir de façon inconstante des ulcérations qui, quand elles sont présentes, sont un signe de gravité que l'on voit très bien au scanner. En ce qui concerne le mégacolon toxique, l'ASP est classiquement l'examen d'imagerie de référence. Effectivement, il permet le diagnostic, puisque le diagnostic, c'est diamètre colique supérieur à 6 cm. Mais le scanner est quand même beaucoup mieux, parce qu'il permet également de mesurer la distension. Il permet en plus de voir, vous voyez, les signes de colite sévère, l'épaississement, les petits ganglions, l'infiltration de la graisse. Il permet de rechercher les complications, et en particulier les perforations. Et vous voyez, ce genre de petites perforations, quelques bulles d'air libres, peuvent tout à fait passer inaperçues sur un ASP. Et enfin, d'autres complications telles que pyléphlébite, et vous voyez ici une thrombose de la veine porte, ne seront absolument pas visibles sur un ASP. Et donc actuellement, on recommande le scanner, et il y a un papier qui a été fait sur 12 patients présentant une colite aiguë sévère, montrait que chez 4 patients, les complications avaient été vues uniquement sur le scanner et non pas sur l'ASP. Donc en cas de colite aiguë grave ou de mégacolon toxique, on recommande de faire un scanner et non plus un ASP. En dehors de l'urgence, l'imagerie aide à la décision chirurgicale, et en particulier, chez des patients qui sont non répondeurs au traitement médical, et en particulier des sujets jeunes, la décision de colectomie totale n'est pas toujours facile. Et le fait de savoir qu'il existe un microrectum ou un microcolon, c'est-à-dire un colon tubulisé, aide à la décision chirurgicale. Et là, on peut réaliser un coloscanner ou une colo-IRM avec un lavement, voire une opacification simple, mais c'est quand même beaucoup moins bien, qui permet de retrouver cet aspect-là, vous voyez, typique de colon tubulisé avec perte d'éostration, qui favorise la décision chirurgicale.
En dehors de l'urgence, les complications chroniques, on va passer rapidement, c'est le cancer. Le scanner permet de voir les cancers, soit sous forme d'une masse tissulaire, et ça c'est bien visible. Mais dans la moitié des cas, ce cancer présente un aspect d'épaississement circonférentiel, et là, le diagnostic est beaucoup plus difficile parce qu'il n'est pas facile de faire dans ce cas-là la différence entre un cancer ou une simple atteinte inflammatoire. Quand il existe une cholangite sclérosante primitive, qui est la pathologie la plus fréquemment associée, et particulièrement s'il y a une pancolite, la complication classique, c'est le cholangiocarcinome, et l'imagerie peut permettre de faire le diagnostic de ce cholangiocarcinome. Enfin, quand le traitement chirurgical est décidé, c'est-à-dire qu'on a décidé de faire une coloproctectomie totale avec une anastomose iléo-anale en J, en 2 ou 3 temps, l'imagerie a une place à tous les temps. Au premier temps, on fait donc une colectomie, vous faites une colectomie subtotale et vous faites une iléosigmoïdostomie. Et ensuite, on va réaliser une imagerie pour analyser le rectum restant pour décider si on le laisse ou si on l'enlève. Et là, on peut faire soit un scanner, soit une opacification simple. Et c'est indispensable avec l'endoscopie à cette décision de proctectomie. On fait des reconstructions, donc vous voyez, en sagittal, et on regarde s'il y a une microrectie. La définition de la microrectie, c'est quand le diamètre du rectum est inférieur à la distance séparant cette lumière rectale au sacrum. Si cette distance, comme vous voyez ici, est inférieure à celle-là, ça veut dire qu'il y a une microrectie, c'est-à-dire que le rectum est assez peu fonctionnel. Si le rectum, comme vous le voyez ici, est normal, la discussion va être ouverte avec l'endoscopie. À l'étape suivante, quand le rectum, on avait une microrectie, on a enlevé le rectum, donc il y a la proctectomie complémentaire, on a fait une anatomose iléo-anale protégée par une ostomie. L'imagerie va évaluer l'anastomose avant la fermeture. Et donc là, on fait une opacification du réservoir, chose que l'on peut faire par opacification simple en radiologie, mais que l'on fait, nous, de plus en plus par scanner, parce que ça permet de beaucoup mieux voir les fistules. Vous voyez donc ici, on opacifie par l'astomie, vous voyez ces images où on voit très très bien le réservoir en J, et ça permet de mettre ainsi en évidence, là, une fistule postérieure sur l'anastomose. S'il y a une fistule, on fermera bien sûr par l'astomie et on refera un contrôle. S'il n'y a pas de fuite, à ce moment-là, l'astomie sera fermée. Donc l'imagerie est très utile pour le chirurgien dans les MICI. Dans la maladie de Crohn, elle aide à la décision chirurgicale en faisant la cartographie de la maladie et en évaluant l'inflammation, en recherchant les complications et éventuellement en faisant un drainage radiologique. Et dans les lésions nopérinéales, en faisant une cartographie, en particulier en recherchant des abcès résiduels. Dans la rectocolite hémorragique, en période aiguë, elle permet de rechercher les complications. Et en dehors de l'urgence, elle permet d'aider la prise en charge chirurgicale en définissant les indications chirurgicales, en aidant à choisir la procédure et en recherchant les complications post-opératoires. Je vous remercie. Merci Magali pour ce très beau topo, très pratique, bien loin des sensibilités et spécificités, mais qui est là pour le coup très intéressant. Et vraiment, tous les gens ont apprécié à cette table ta présentation. Et donc, le professeur Eddy Cotte, qui est chirurgien à Lyon, qui va oser critiquer ta présentation. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, alors je voudrais d'abord remercier l'Académie de chirurgie Yves Panis de m'avoir convié à cette session. Alors je vais vous livrer mes commentaires tels quels. Je n'avais pas compris qu'on devait ou qu'on pouvait faire des diapos. Voilà. Donc moi je ne suis pas radiologue, donc voilà, mes commentaires seront très limités à mes compétences. Ce qui est sûr en tout cas à l'heure actuelle, c'est que l'imagerie dans les maladies inflammatoires est absolument indispensable. Il n'y a pas de discussion. En particulier à l'heure de la célioscopie, on en a parlé tout à l'heure. Il est certain que la célioscopie limite un petit peu l'exploration abdominale. On peut très facilement, quand on opère une maladie de Crohn, extérioriser l'ensemble du grêle. On peut par contre pas extérioriser l'ensemble du côlon. Et c'est pas toujours simple de rechercher des lésions associées sur le côlon. Donc l'imagerie est indispensable. Elle permet de poser l'indication. Elle permet de faire une cartographie très précise. Et donc elle va vous permettre de préciser le geste, de dépister des formes compliquées, des fistules, des absédations, des atteintes multifocales surtout. Et au final, elle va vous permettre déjà à la consultation d'informer le patient, ce qui est la première des choses, de lui expliquer ce que vous allez faire, une résection, une structuroplastie, une laparoscopie ou une laparotomie si la forme est multiple. Si on va avoir besoin de faire une stomie, ce qui l'imagerie pourra nous guider si on a des résections qui sont multiples.
Et elle va aussi vous permettre d'organiser le bloc, ce qui n'est pas quelque chose d'inutile en fonction de votre temps opératoire et puis du matériel dont vous aurez besoin. Un commentaire général sur l'imagerie, on l'a pas trop dit mais c'était bien sous-entendu, c'est que c'est globalement des patients qui sont jeunes, qui auront au cours de leur vie de multiples imageries et donc il faut absolument privilégier des imageries non irradiantes. Et donc c'est tout l'intérêt de l'IRM, éventuellement de l'échographie, on n'en a pas parlé, ce sera une petite question à la fin. Donc je vais essayer de reprendre un petit peu point par point les différents éléments qui ont été abordés. Sur le Crohn et l'entéro-IRM, je crois qu'il n'y a pas énormément de discussion. L'entéro-IRM, ça reste quand même un problème pour le chirurgien, c'est qu'on a beaucoup de mal à le lire par rapport à un scanner. On est très habitué à lire des scanners, beaucoup moins les entéro-IRM. Donc on se fie beaucoup plus à votre lecture. C'est fait exprès, oui. Quelque chose dont vous n'avez pas abordé, mais vous avez publié en 2011 dans ABD, c'est l'association fibrose et inflammation, et vous avez démontré que c'était complètement corrélé, que plus il y avait d'inflammation, plus il y avait de fibrose. Donc au final, j'aimerais que vous nous disiez à la fin comment on tranche clairement sur fibrose, inflammation, alors que c'est corrélé. En urgence, le scanner, évidemment, a toute sa place, d'une part parce que c'est l'examen qui est facilement accessible. L'objectif dans les Mickey en urgence, c'est d'essayer de ne pas les opérer, enfin en tout cas c'est ce que nous on essaye à Lyon, mais j'imagine tout le monde, le plus possible de faire. On essaye de les drainer. Alors nous on a plutôt un seuil de 3 cm sur les abcès, dans votre résumé vous mettiez 5. Voilà, tout ce qui est accessible de plus de 3 cm, on essaye de drainer. En dessous, on essaye de traiter simplement avec des antibiotiques. Et les malades qu'on opère en urgence, c'est vraiment des situations très exceptionnelles. Sur les lésions anopérinéales, l'IRM du périnée a toute sa place. Alors, peut-être pas systématiquement. Les formes simples, je pense, on peut se passer d'une IRM du périnée. Les formes récidivantes ou avec des fistules multiples, là, ça paraît indispensable. Ça va permettre vraiment de guider le geste chirurgical et ça va permettre de ne pas passer à côté de trajets fistuleux qu'on ne laissera pas drainer et qui vont entraîner une récidive. Et ça permettra à nos collègues gastro-entérologues, une fois que tout est drainé, de mettre en route un traitement par anti-TNF-alpha qui, moi, je trouve, a vraiment révolutionné aussi les choses dans les lésions anopérinéales. Et on a vraiment plus beaucoup, je suis pas très très vieux, mais néanmoins, au tout début de mon internat, on voyait encore des patients à qui on faisait des stomies pour des lésions anopérinéales. On en voit, depuis qu'on les bombarde d'anti-TNF, beaucoup moins. Enfin, peut-être que Yves pourra nous en dire un mot tout à l'heure. Sur la RCH, alors là, l'imagerie est moins importante. C'est une maladie qui est non perforante. On a moins besoin d'une cartographie systématique avant. Il y a 3 situations, on en a parlé, où c'est important. C'est en urgence la colite aiguë grave. Alors, elle ne participe pas au diagnostic. Le diagnostic, il est clinique et biologique. Les critères de True Love. Mais en tout cas, nous, c'est fait systématiquement pour rechercher des complications, effectivement. Je ne vois pas comment on peut diagnostiquer sur un ASP de microperforation ou autre. Dans le cancer, c'est heureusement des situations rares, mais là, ça va faire partie du bilan d'extension. Et puis l'évaluation du microrectum. Donc pour terminer, j'aurais 2 petites questions à vous poser. Que proposer pour une maladie de Crohn si on a une contre-indication à l'entéro-IRM ? Et la deuxième question qui va découle un peu de ça, c'est quelle est la place pour vous de l'entéroscanner et quelle est éventuellement la place de l'échographie. Nous, nos radiologues, nous font parfois alors ils s'amusent peut-être un peu, hein, mais des très belles échographies avec des Doppler couleurs où on voit vraiment l'inflammation ou même avec du Sonoview. Merci Eddy pour ce commentaire. Et réponse de Magali alors. Alors, il n'y a pas beaucoup de contre-indications à l'IRM. Les contre-indications à l'IRM sont les pacemakers et autres matériels métalliques. En général, chez ces sujets jeunes, il y en a assez peu. Il y a la claustrophobie. Mais nous, on a un très petit nombre de patients ayant une maladie de Crohn qui ont une claustrophobie. En tout cas, quand on se trouve dans le cas de quelqu'un qui ne veut pas avoir une entéro-IRM, l'alternative, c'est bien sûr l'entéroscanner. L'entéroscanner qu'on réalise dans les mêmes conditions, c'est-à-dire en faisant boire du mannitol, pas avec une sonde nasogastrique. Et donc on réalise 2 passages, enfin comme une entéro-IRM pour une autre indication, c'est-à-dire la plupart du temps des tumeurs du grêle. L'avantage, c'est que effectivement, c'est mieux supportable pour le patient, c'est plus rapide et il n'y a pas besoin de rester 30 minutes dans une machine dans laquelle on est enfermé. Donc les patients claustrophobes le supportent beaucoup mieux. Les inconvénients, c'est d'abord l'irradiation chez ces patients jeunes, et ensuite une
une moins bonne analyse des lésions quand même, parce que même si on a l'impression au début que le scanner a une meilleure résolution spatiale et que donc les images sont plus jolies, plus fines et qu'on voit plus de choses, en pratique on a juste un passage, un type d'acquisition dans lequel on doit tout analyser, alors qu'en IRM on a des pondérations T2, des pondérations T1, des séquences en diffusion et d'autres types de séquences qu'on peut utiliser, ce qui permet de se donner en fait plusieurs moyens d'analyser une lésion et que ça apporte plus de renseignements. Et un point de plus, c'est que souvent, on a remarqué que quand on a injecté du produit de contraste, que ce soit donc de l'iode ou du gadolinium, l'inflammation, la prise de contraste est mieux visible sur l'IRM que sur le scanner. Donc, je pense qu'il faut faire un entéroscanner, qu'on ne peut pas faire une entéro-IRM, qui a une contre-indication, mais même en dehors du problème de l'irradiation, l'entéro-IRM est un meilleur examen pour analyser la maladie de Crohn que l'entéroscanner. En ce qui concerne l'échographie, je n'en ai pas l'expérience, je n'en fais pas, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé. L'antéographie est un très bon examen, mais d'abord, il faut un opérateur entraîné, il faut quelqu'un qui ait vraiment l'habitude, ça ne s'invente pas l'échographie du Crohn, et ça n'a pas tout à fait les mêmes indications, c'est-à-dire qu'on ne fait pas une cartographie avec l'échographie. Je pense que l'échographie, actuellement, moi, les indications que je vois vraiment à l'échographie, c'est évaluer l'inflammation, c'est-à-dire qu'on a une pathologie donnée, par exemple une atteinte de la dernière anciliale, ce qui est le plus fréquent, évaluer l'inflammation, il y a des publications dessus, et ça évalue très bien l'inflammation, en particulier maintenant avec l'échographie de contraste, et suivre cette inflammation sous traitement, c'est-à-dire que c'est un examen qui est facile à réaliser, facile à répéter, que l'on peut faire quasiment dans la continuité de l'examen clinique, et quand le patient est sous traitement, on peut faire rapidement une échographie pour voir si les signes d'inflammation diminuent ou sont stabilisés. Moi, je le vois plutôt comme ça. Éventuellement, pour rechercher, bien sûr, une complication, si le patient arrive aux urgences, qu'on cherche un abcès, chez quelqu'un de jeune et de mince, on voit très bien les abcès en échographie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, merci beaucoup et bravo pour votre qualité d'imagerie. Ma question est très précise, c'est concerne la microrectie, dont vous nous avez rappelé la définition radiologique d'entéro-IRM, mais la microrectie, c'est avant tout la mesure d'un volume. Et un volume, ça se mesure avec une certitude totale par un volume maximum tolérable du rectum, qui donne la définition de la microrectie d'ailleurs, puisque c'est un rectum à moins de 100 millilitres. Et ça, c'est comme ça qu'on définit une microrectie. Et donc ma question est-ce que vous pensez que l'entéro-IRM, uniquement avec les centimètres et la mesure que vous avez rappelée, est capable, avec autant de précision, de faire un diagnostic volumétrique du rectum qu'un VMT, parce que la conséquence est majeure, quand même, la conservation au nom du rectum le plus souvent. Alors, d'abord, pour le microrectie, on n'utilise pas l'entéro-IRM, mais plutôt le scanner avec opacification. Ça peut tout à fait faire un volume, oui, puisque un scanner, c'est une acquisition. Maintenant, avec les scanners actuels, ce sont des acquisitions volumiques. On montre des coupes axiales, mais ce sont des acquisitions volumiques que l'on peut reconstruire dans n'importe quel plan. Et donc, on peut tout à fait évaluer un volume, comme on fait des volumes du foie, comme on fait des volumes de la graisse péritoniale ou autre chose. Donc, il est tout à fait effectivement possible de donner un volume exact du rectum et par rapport à la définition. En pratique, on ne le fait pas parce que, effectivement, vous avez raison, c'est la définition, la vraie définition, mais en fait, on n'utilise pas ça. Nous, on utilise simplement la définition que je vous ai donnée. Et cette mesure, plus l'aspect endoscopique, nous permet de prendre la décision sans mesurer de volume. On a peut-être tort, mais... Oui, mais on l'a rempli, hein. Voilà, on le remplit. Donc, c'est pas le rectum dans son état de base, hein. C'est un rectum rempli. Moi, j'ai une question pour Franck et pour Magali. En fait, il y a une situation qui nous arrive assez souvent. C'est pour les lésions anopérinéales, il y a un bilan par IRM qui montre qu'il y a des lésions, il y a un doute sur un abcès. Et nous, on se retrouve avec une question avant de mettre des anti-TNF ou des choses comme ça. Est-ce qu'il faut faire l'examen? Est-ce qu'il faut faire des explorations ou un geste chirurgical? Et on a un malade avec un périnée qui est plutôt calme. Alors, est-ce que les images qu'on a en IRM sont vraiment suffisamment précises pour dire il y a un abcès, il y a un risque d'avoir un problème mis sous anti-TNF, ou bien il faut vraiment après aller au bloc, puis parfois faire des explorations qui sont pas toujours très rentables? Si l'IRM est complète, oui, c'est tout à fait, c'est parfaitement bien pour déterminer s'il y a un abcès ou pas. Il faut qu'il y ait une séquence en pondération T2 et il faut qu'il y ait soit une diffusion, soit un T1 gado pour permettre de faire la différence entre une masse inflammatoire et un vrai abcès, c'est-à-dire quelque chose qui contient du liquide et non pas simplement du tissu inflammatoire. Si on dispose de ça, oui, on peut faire de façon extrêmement sensible la différence entre abcès
les masses inflammatoires. Oui, il a été montré que l'IRM est plus sensible que l'examen du chirurgien au bloc opératoire pour détecter des trajets. Est-ce qu'il faut regarder systématiquement ces malades au bloc, sachant qu'ils ont des trajets qui ont été vus en IRM? Je pense que non, s'il n'y a pas d'abcès, et que ce sont des patients qui peuvent aller d'emblée au traitement médical. Je ne suis pas sûr que le céton soit indispensable chez ces patients-là. Oui, s'il y a un abcès.